Donc, mes excuses pour cette interruption. J'en étais donc à la doctrine. Donc le dragon a trois têtes. Les trois têtes, c'est les trois corporations dans l'esprit d'Evgeny. Euh, c'est une sorte de dénonciation euh, de, de ce que, en fait, l'État, l'Église, avec un grand E, c'est-à-dire peu importe lequel, le temple, en fait, voilà, l'organisation cléricale, le temple, et en troisième main, l'organisation militaire, l'armée, donc l'État, l'Église, l'armée. Ce sont les trois instruments, composantes et instruments du fascisme que Evgeny et Berthold combattent au jour le jour, chacun chez lui et même ensemble quand ils se retrouvent. Et donc quand nous autres scénaristes, nous avons à mettre en place un setting, où nous devons utiliser un setting existant, nous avons à nous poser la question de quel est le dosage de la présence de l'État. Alors c'est pas forcément un État gigantesque ou très distant. En l'occurrence, dans l'histoire d'Evgeny, c'est juste le bourgmestre du village. Euh, le temple, c'est pas forcément non plus la grande organisation dans le contexte du Lancelot d'Evgeny. C'est juste le curé qui est là et qui gère l'église du village. Alors, l'armée, c'est un peu différent, mais enfin, bref, il y a tous ceux qui voudraient bien tuer le dragon, mais qui en fait font semblant. Voilà, l'armée, dans le contexte qui est décrit par Evgeny, elle est complice, en fait, des deux autres. Elle est légèrement en dessous. Dans un vrai régime autoritaire, euh, c'est pas sûr qu'elle soit en dessous. Voilà, la dénonciation vient du mélange des trois. C'est ça la dénonciation visée, le mélange des trois, le dosage à peu près équivalent, et pendant ce temps-là, l'oubli de la voix du peuple, l'oubli de la démocratie. Quand nous autres scénaristes, nous avons des choix à faire pour animer, faire quelque chose avec nos scénarios pour une mise en ambiance ou autre, le niveau auquel nous situons notre aventure par rapport au niveau doctrinal, par rapport au niveau sociétal de l'univers dans lequel on joue, n'est pas anodin. Si on n'a pas envie de se casser trop la tête avec les questionnements doctrinaux, avec le positionnement éthique des personnages, la, la, la question est vite résolue. On reste à un niveau de scénario très aventurier, très épique. On se contente assez facilement d'être Lancelot qui sauve la jeune fille et qui derrière essaye de ramener la vertu dans un système où en fait l'intrication des réseaux et des influences fait que la liberté a disparu. La, la, la question de l'après ne se pose pas. La question de l'invention d'une autre structure, d'une autre société derrière ne se pose pas. Et soyons clairs, d'un point de vue ludique, c'est très rare. Même les jeux qui nous proposent de faire de la construction à travers l'histoire, qui sont moins des jeux de rôle et plus souvent des jeux de société ou des jeux vidéo, et qui nous disent, voilà, vous allez construire des empires, etc. En fait, ils font exactement le contraire euh, de ce que nous proposons quand nous scénarisons quelque chose qui va se jouer IRL, voilà, entre nous, que ce soit en costume ou autour d'une table. Euh, c'est intéressant parce que ça correspond aussi à deux phases spécifiques de création d'univers, ce que Campbell, Vogler et d'autres appellent le up to down, c'est-à-dire je suis en haut, j'ai tous les pouvoirs et je déroule un univers en descendant jusqu'au ras des pâquerettes, jusqu'à la matérialité de l'existence. Et puis en fait après je fais du bottom up, c'est-à-dire je remplis cet univers avec un certain nombre de choses. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que je crée organiquement la société, en fonction de ce qui lui a été donné à observer. Et en fait,
nos jeux favoris nous proposent les deux choses, très rarement ensemble. Il y a des univers de jeux qui proposent les deux ensemble. Il y a Ambre, par exemple, donc dans l'univers de Roger Zelazny, du cycle des Princes d'Ambre, qu'il a commencé à publier en 1865. Il y a d'autres univers qui ne sont pas forcément des univers de jeux, comme Dune, qui n'a jamais fait l'objet pour l'instant d'une publication de jeu de rôle officiel, ça a toujours été du fan art. Du moment qu'on donne le pouvoir au personnage de changer le paradigme, on mélange les deux. Voilà. La problématique étant que soit on joue ça sur une campagne de façon très 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 longue, on part en forme de quête héroïque et puis on finit en modification de la société, ou alors au contraire ce sont des one-shots qui à un moment précis d'une histoire beaucoup plus vaste changent quelque chose. Voilà. Le fait de réussir ou pas la mission, l'intervention, ou l'ingérence que représente l'action des personnages dans cette histoire, c'est ça qui détermine si les choses vont changer ou pas. Voilà. Mais on est rarement dans le décortiquage réel de l'ensemble doctrinal de la société qu'on utilise comme setting. Donc, exemple concret. Si vous maîtrisez une partie dans un univers très féodal, Pendragon, le Tan du Nadir, à peu près n'importe quel univers de Donjons et Dragons, la situation est assez simple à décrire. Il y a un ou plusieurs suzerains, leurs vassaux, des territoires qui correspondent à des fiefs et on peut mettre une étiquette, un seul nom dessus. La population y est parfaitement anonyme, elle n'a pas d'identité propre si ce n'est que ce sont les sujets de un tel ou une telle. Et c'est tout. Et c'est tout. On est dans un contexte féodal, on sait que l'impôt est levé de temps en temps, on sait que les gens ne sont pas spécialement libres, voire qu'ils ne s'appartiennent pas, et on ne s'appesantit que très très rarement sur ces questions, parce qu'on part en aventure en dehors du cadre social. On va dans la forêt, on va dans la montagne, on va dans le donjon souterrain, on ne reste pas au milieu des autres êtres semblables à nous dans le cadre du jeu, que l'on parle d'êtres humains ou d'autres choses. On part à l'aventure. Ce type de cadre n'interroge absolument ni la féodalité, ni ce qu'elle était avant, ni ce qu'elle est devenue ensuite. Elle n'interroge que, d'un point de vue épique, le positionnement individuel, égocentrique, sans jugement de valeur, sans connotation particulière. C'est basé sur l'ego de chaque personnage. Le développement de chaque personnage dépendra de ce que le joueur, la joueuse, décidera de faire, de la façon dont il ou elle recevra donc l'histoire et réagira en interprétant plus ou moins son personnage, mais ça n'a pas de conséquences particulières sur le reste de la société. Dans d'autres contextes de jeu, comme Venzia, comme oh là là, il y en a plein en fait, il y en a plein. Les Champs de l'Os. RunQuest, c'est un peu entre les deux, parce qu'en plus RunQuest, là, la nouvelle édition, on est dans un contexte strictement antique, donc on est encore on n'est pas au Moyen-Âge, on n'est pas dans de la féodalité, donc c'est encore un peu compliqué. Bref, il y a des contextes de jeu où même si vous jouez une caste particulière, vous jouez des agents spécifiques qui partent en mission, etc., vous allez avoir une intervention qui va changer la vie des gens autour. C'est même l'objet de votre existence en tant que personnage. Vous allez avoir un impact. Donc cette chose-là aussi, c'est assez différent. Et même doctrinalement, ça situe les personnages dans un moment de l'existence des autres, à un moment de l'existence de la société où ils vont pouvoir laisser une marque. Et on va se souvenir d'eux. Et donc c'est assez différent.
Parce que personne ne va se souvenir de ce que vous avez fait à l'hydre à 9 têtes dans la caverne. Vous allez peut-être même oublier vous-même que vous êtes déjà allé la chasser, que vous avez déjà récupéré le trésor, comme un certain Arthur télévisuel. Parce que si personne ne se soucie de raconter l'histoire une fois que vous revenez. Alors que si votre action elle se situe au sein de la cité, que cette cité soit une vraie cité ou autre chose, dans l'idée au sein de la société, à ce moment-là, il y aura plein de gens qui vont raconter votre histoire. C'est un... Voilà, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous faites un truc dans votre cage d'escalier, vous avez 3 voisins qui peuvent en parler. Et au reste de l'univers. Donc, voilà, on est devant cette constatation-là, que l'aventure à l'extérieur, in the wild, c'est pas pareil que l'aventure à l'intérieur de l'enceinte de la cité. Et une fois qu'on a considéré ça, eh bien, toute aventure à l'intérieur de la cité va donc avoir un impact très différent. Et la question c'est, est-ce qu'en tant que maître de jeu ou en tant que scénariste, celui ou celle qui écrit l'histoire qu'il vous propose, va-t-il en tenir compte? Voilà. C'est quelque chose d'assez important. Et pour en tenir compte, parce que ça joue sur le réalisme, ça joue sur l'intérêt historique aussi de la chose, sur l'intérêt historique en jeu. Hein. Si au bout de X temps, les personnages ne sont pas repérés par le public qui les entoure, ils vont bien se demander pourquoi est-ce qu'ils font les choses. Est-ce que ça vaut bien la peine? Vous voyez, on est là-dedans, quoi. On est dans une forme de réalisme supplémentaire. J'ai un bruit de fond qu'il faut que je fasse disparaître. Je reviens dans quelques instants.